On fait plus d'audience que Pascal Pro. Dire aux gens, vous n'êtes pas seul. J'ai jamais vraiment l'impression de travailler. Enfin, je me dis jamais, ah là là, non, ça m'ennuie, je dois faire ça. Je fais que des trucs qui me font kiffer. Attention aux bisounours. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Jules. Merci Ça d'avoir va accepté cette interview, ça va très bien et toi? J'ai pas eu le choix. C'est vrai. J'ai T'as pas eu le choix. Pas eu le choix. Tu m'as dit, viens, moi je viens. J'avoue que c'était un peu la contrepartie. Tu venais souvent à l'académie pour plein de projets et à chaque fois on se croisait, on n'arrivait pas forcément à se poser. C'est vrai. Et Et je me là, On y est enfin. on a le temps, on a 4 heures devant nous. Déjà, je vais te présenter. Oui, vas-y, Guillaume. oui. Alors, je me suis noté, tu es humoriste, auteur et chroniqueur radio Ouais. sur France Inter avant et maintenant sur Radio Nova. Tout à fait. Tu es aussi auteur de BD et de romans. Le dernier en date, Lumi, l'Odyssée du poisson pané. Tout à fait. C'est une BD jeunesse. Ouais. Tu as aussi un spectacle. Ça, par contre, Oui. j'ai pas les infos sur l'actualité. Avec Éric Lagadec, qui est un astrophysicien, on fait un spectacle sur l'infini, et on se challenge mutuellement, on se demande quel est l'infini le plus grand entre la connerie humaine et l'univers. Pas mal. Voilà. Ça Et donne on est envie. en tournée un peu partout là. Bon, Guillaume, tu es Oui. avec moi ici à l'Académie Là, du Climat. sans J'ai que besoin de ça commence prendre maintenant. position, c'est ça. Alors, J'aimerais parler avec toi Oui. de la recette Guillaume. Parce que entre tes chroniques radio, tes dates de spectacle, tes livres, tes BD, tu enchaînes des projets tous les 2 mois. Là, récemment, la BD avec Lumi, l'Odyssée du poisson pané avec Loïc Sénan, si je dis pas de ouais, c'est bêtises. ça, Loïc Sénan, ouais, bien sûr. À Ouais. quand le burn-out? Eh ben, peut-être bientôt, qui sait. Non, j'ai trouvé une petite astuce de vie qui consiste à me faire payer pour des trucs qui me font plaisir. C'est-à-dire que tous les projets que j'ai, c'est que des kiffs. C'est quasi que des trucs que je ferais gratuitement ou que je faisais gratuitement avant. Bah, je sais pas, faire des blagues, écrire des choses, rencontrer des gens. Et là, il se trouve que j'ai l'immense privilège d'avoir des maisons d'édition ou des producteurs ou des patrons de chaînes de radio qui me payent pour ça. Alors, ma foi, j'ai l'impression de passer ma vie en vacances et de jamais travailler parce que je fais que des trucs qui me plaisent énormément. Est-ce que tu ressens un peu un paradoxe, une contradiction sur les messages et les valeurs de gauche qui sont peut-être la décroissance du travail? Est-ce que tu ressens, vu ton rythme et de production de contenu, de projet, est-ce que tu ressens un peu cette contradiction parfois? Non, parce que j'ai pas l'impression de travailler. Mais je me fais engueuler par mes copains et mes copines qui me disent « Mais si, il faut pas que tu dises ça. » Mais pour moi, humoriste, c'est pas vraiment un travail. Parce que t'es pas que humoriste. Oui, mais même écrire, je le faisais avant d'être publié. C'est des choses que je fais. En fait, en gros, c'est comme si à 6 ans, tu vois, je faisais des Lego et qu'on me disait, tu sais quoi, tu vas passer ta vie à jouer aux Lego et un jour, tu pourras payer ton loyer et acheter de la bouffe en jouant aux Lego. J'aurais dit, ouais, cool, je veux bien cette vie-là. Et j'ai un peu l'impression d'avoir. C'est pour ça que je parle vraiment de privilège parce que c'est beaucoup de hasard et beaucoup de chance d'avoir cette vie-là. Donc, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler. Enfin, je me dis jamais, ah là là, non, ça m'ennuie, je dois faire ça. Parce que je fais que des trucs qui me font kiffer. C'est quoi le lien entre tous ces projets? Qu'est-ce que tu incorpores de toi, Guillaume, dedans? Quelle est la cohérence de tout ça? Exactement, parce que là, on parlait des radios, on parlait des spectacles, on parlait des BD. Qu'est-ce que tu incorpores là-dedans dans tous ces projets? Parce que tu n'es pas tout seul. J'imagine que même c'est des gens qui t'appellent pour venir sur ces projets-là. Ouais. Qu'est-ce que tu leur donnes? Je pense, comme tous les gens qui ont une pratique artistique, c'est le point de vue que tu as sur le monde qui t'entoure. C'est juste ça. Enfin, moi, j'ai toujours aimé les artistes qui sont les plus singuliers possibles. J'ai jamais été de ceux qui pensent que l'art, ça doit forcément rassembler le plus de monde possible. Enfin, les artistes les plus... Moi, j'aime pas trop le mot artiste, mais ça résume bien, donc on va dire ça. Les artistes que je préfère, c'est des gens qui ont une vision assez précise, avec lesquels on peut ne pas être d'accord, s'engueuler, se positionner, mais au moins qui donnent leur point de vue. Pour moi, c'est vraiment ça la définition. Donc, je pense que ce qui réunit tous les projets, c'est la vision que j'ai de plein de choses, et puis que je partage avec les gens avec qui je collabore, même si le mot est un petit peu miné aujourd'hui. Je coopère. Je coopère. C'est mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'ici, à l'Académie du Climat, on essaye de mettre en lumière et de parler de tous les leviers d'action qui existent. Ça peut passer par le droit, ça peut passer par les entreprises, par l'écologie, par l'humour. Toi, par la lutte, par la bagarre. il y en a plein des leviers d'action. Toi, c'est lequel que tu as choisi parmi tout ça? C'est la lâcheté, puisque l'humour, c'est quand même énormément de lâcheté. C'est-à-dire que tu es planqué derrière tes petites blagues, et voilà, comme je le disais à l'instant, tu donnes ton avis en faisant ton malin, en gros. Donc, je ne l'ai pas vraiment choisi, c'est un peu venu comme ça.
Mais j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui sont, pour le coup, par exemple, si on parle de Sainte-Soline, les gens qui ont été à la Castagne et même les gens de Notre-Dame-des-Landes, les gens qui se prennent des lacrymos, etc. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce que moi, je suis planqué derrière et je les soutiens comme je peux, mais planqué dans un studio de radio ou chez moi à écrire des trucs. Donc, Tu dis dans ton studio radio, mais avant tu faisais des micro-trottoirs, tu allé voir les oui. gens. Moi, la question que je me posais, c'est comment tu évites un peu les discours moralisateurs? Est-ce que tu as un peu un fil, une stratégie de création de contenu? Bah, c'est beaucoup basé sur le questionnement plus que sur l'injonction à penser telle ou telle chose. J'essaye jamais trop, je crois, de convaincre les gens que j'ai raison, parce que je suis pas certain d'avoir raison. Mais en revanche, je suis hyper open pour le dialogue et pour confronter ce que je pense à ce que pensent les autres et essayer de voir ce qui déconne dans ma propre perception du monde, de la vie, quoi. Donc, j'ai pas trop peur de parler avec des gens qui sont pas d'accord avec moi, même au contraire, j'aime bien, c'est un peu mon péché mignon. Et donc, je crois que c'est juste ça. Ouais, moi, je suis pas convaincu d'avoir raison, donc je donne pas. J'essaye en tout cas. Ça pouvait peut-être donner l'impression, ou ça peut encore donner l'impression, mais je te donne mon avis et après, si on n'est pas d'accord avec moi, discutons et voyons là où chacun déconne. Et moi, je suis assez partisan d'essayer de se mettre d'accord sur nos désaccords. Jusqu'où on peut remonter quand tu n'es vraiment pas d'accord avec quelqu'un, c'est rare que tu sois pas d'accord sur absolument tout. Donc des fois, on partage pas les mêmes peurs, on partage pas les mêmes obsessions. Il y a des parcours de vie qui sont différents, donc ça entraîne des visions de la vie différentes. Mais je pense qu'il y a une base commune sur laquelle on peut s'entendre et j'aime bien essayer de trouver quelle est cette base commune. Et comme quand je dis d'accord sur nos désaccords, c'est ça. À partir de cette base commune, là où ça commence à différer. J'aimerais te poser une question qui m'intéresse beaucoup. C'est Les autres quoi... t'intéressent pas du tout, Si, mais celle-ci, je j'étais pense, obligé de les poser. c'est quoi la différence entre faire peur pour manipuler et partir de la peur pour créer un déclic? Bah alors, bah, tu l'as dit, t'as la réponse dans ta question. Faire Euh, peur pour manipuler, c'est que tu as un objectif derrière qui est de, bah, par exemple, pour ce qui est de la peur de l'immigration et de l'insécurité, parce que CNews et l'extrême droite en ce moment met tout dans le même sac, c'est une peur qui est créée pour asseoir un rapport de domination. alors, je reformule ma question, mais est-ce que toi, tu utilises la peur, justement, dans ton travail? Je sais pas, c'est une bonne question. Bah, non, j'ai pas l'impression. Ok. Non. Non, non, moi je cherche, bah, quand je fais des blagues, j'essaie plutôt, enfin, l'objectif il est assez clair, c'est de faire rire. Quand je fais des livres, c'est que l'histoire soit intéressante et que je puisse placer ce que j'ai envie de placer dedans, quoi. Mais ce que je disais tout à l'heure, un peu mes obsessions du moment. Donc, non, non, je me dis jamais, c'est jamais un objectif, non. Je me dis pas, il faut que je fasse peur. Après, la question sur le climat, est-ce que la peur est mobilisatrice? C'est rigolo parce que Claire Nouvian, pour le coup, Mm. est assez convaincu que oui. Alors, c'est basé sur des études et tout, donc je vais pas me pointer comme ça en Non. disant n'importe quoi. La peur, c'est un sujet assez passionnant parce que c'est vraiment. Je sais pas si c'est mobilisateur, mais en tout cas, forcément, ça te crée un état de sidération. Pourquoi les chaînes d'infos, même pas que CNews pour le coup, mais BFM, vont filmer les gens qui pètent des vitrines ou une poubelle qui crame? C'est parce que ça t'installe dans une situation de sidération. Tu es là, ouah, donc tu vas pas zapper. Il y a du spectacle, tu as peur, tu pas tranquille, tu as envie de rester pour voir ce qui se passe, etc. etc. Donc après, l'idée, c'est d'avoir une peur qui soit rationnelle, quoi. Finalement, c'est jouer sur les émotions. Ouais, c'est jouer sur les émotions, parce qu'on est des êtres humains et des mammifères, donc ça, c'est sûr que c'est notre moteur, les émotions. Après, moi, je m'amuse beaucoup à discuter justement avec des gens qui sont pas d'accord avec moi, comme je le disais depuis le début, mais par exemple des gens d'extrême droite, je trouve qu'ils se trompent de peur, quoi. Je me dis, bah, je comprends que tu aies peur, mais par contre, ce qui va t'arriver avant, c'est pas le grand remplacement ou le fait qu'on va vivre dans un califat, hein. C'est vraiment 45 degrés au mois de novembre. Donc, je pense que tu te trompes, je pense que tu te trompes de peur. Donc, tu mobilises toute ton énergie à essayer de lutter contre quelque chose qui va pas se produire, alors qu'il y a la réalité qui va te rouler dessus. C'est quoi tes plus grosses sources d'inspiration sur le domaine écologique? Qu'est-ce que Guillaume Meurice écoute et regarde? Les Français et Françaises veulent savoir. Attends, pour m'informer, tu veux Ouais, dire? pour t'informer. Ah bah maintenant, il y a plein de médias indépendants, Blast notamment, Mediapart, Vert, le média, Street Press, il y a quand même des gens qui font un super taf. J'en oublie plein, bien sûr, il y en a plein d'autres, reporters, etc., etc. Mais je trouve que vraiment, il y a quelque chose d'assez florissant en ce moment, qui est de l'ordre de la contre-culture, hein, puisque tu es tellement assommé et tout se normalise un peu du côté de la droite, de l'extrême droite, même, je ne vais pas revenir sur le service public audiovisuel, mais on voit bien la tendance, que bah il y a des gens, en tout cas il y a un public
qui a envie d'autre chose, quoi. Puis qui a envie d'autre chose, peut-être qui correspond un peu plus à la réalité plutôt qu'à une sorte de mythologie. Sur la dernière, moi je voulais un peu comprendre, est-ce que tu as analysé la réussite de la dernière de ton émission? J'ai beaucoup analysé. Pourquoi ça a marché? Ça va paraître un peu comme de la fausse modestie, mais je pense qu'on est la seule émission à faire ça. Et du coup, c'est peut-être pas tellement qu'on est bon, c'est juste qu'il y a pas, là, c'est vraiment, ça rebondit sur la question d'avant. Vous êtes les seuls. C'est qu'il n'y a pas d'autre choix pour l'instant. Et du coup, comme on a le temps, on est sur le temps long, on a 2 heures, donc on a le temps d'avoir beaucoup d'humoristes ou de chroniqueurs, chroniqueuses qui font des chroniques de vulgarisation scientifique, historique, etc. On a du contenu, quoi. Je pense que voilà, les gens, comme je disais avant, qui ont envie d'autre chose, et surtout qui ont envie de liberté de ton, se reportent sur notre émission. C'est une émission que j'écouterais si j'étais pas dedans, moi. Ok. Donc, tu vois, je trouve, des fois même, je suis en train d'écouter les chroniques des potes et je me dis, putain, c'est cool. Mais je tiens à insister quand même sur le fait que on fait plus d'audience que Pascal Praud. On parle énormément de CNews, de l'émission de Pascal Praud. Eux, ils communiquent à fond dessus et tout. On fait à peu près kiff-kiff en vrai. Je pense que si on découpe les chroniques et les temps de vue des chroniques de chacun, on fait beaucoup plus. Mais l'émission en elle-même, elle fait autant de spectateurs et de spectatrices. Et après, en podcast et tout, c'est beaucoup plus. Donc tu vois, on parle de bataille culturelle, on parle d'extrême droitisation du débat public. Oui, c'est indéniable sur les chaînes mainstream, mais il y a énormément de gens pas résignés. Hein. Donc je serais eux, je ferais moins les malins quand même. Hein. C'est bien de le rappeler, effectivement. Non, mais c'est important de le rappeler, ouais. Parce que ça Et fait plus de bruit. c'est un truc un peu nouveau pour moi, parce que je suis pas trop dans la compète, justement, ou fanfaronner sur des résultats, etc. Là, je le fais. Par exemple, je partage les audiences, quand on a les bonnes audiences, machin, sur les réseaux sociaux. Pas tant pour faire regarder Poète, on est les meilleurs, pour dire aux gens, vous n'êtes pas seuls. Non, mais il y a vraiment ça, quoi. Et il y a pas mal de gens qui nous disent, merci, parce qu'on pensait qu'on était en train de devenir tarés. Enfin, quand tu as une vision un peu, je sais pas comment on pourrait dire, progressiste, humaniste, enfin, c'est des mots un peu de bisounours, voilà, pour prendre la caricature qu'ils font de nous. Et tu allumes la télé, tu dis putain, mais je dois être débile à penser ça, parce qu'a priori, il y a vraiment personne comme moi. L'objectif étant de rouler sur les autres, à pas vouloir les accueillir. La solidarité, c'est de la merde. Les riches doivent payer moins d'impôts. Et donc, tu deviens fou. Tu es devant ta télé, tu dis putain, mais alors je deviens dingue, je pense vraiment de la merde. Et nous, on fait une émission où on invite des spécialistes ou des gens qui, en tout cas, que le réel intéresse et qui confirment que non, les bisounours sont pas minoritaires du tout. Les gens sont... Attention aux bisounours. Ils sont là. Parce qu'à un moment donné, ils vont s'énerver. Et ils sont nombreux et nombreuses. Ils sont nombreux. C'est vrai que beaucoup de gens utilisaient le fait qu'il y avait un backlash écologique. Et beaucoup de gens ont rappelé que non, ce backlash écologique, il est politico-médiatique. Exactement. Attention, il y a des chiffres qui prouvent que les citoyens et citoyennes sont encore très mobilisés et ont envie d'agir sur les enjeux du dérèglement climatique. Oui. Donc c'est vrai que c'est important de rappeler ces chiffres. Moi, je pense vraiment que c'est important de le faire. Est-ce qu'il y a un peu une recette qui est différente que tu apprécies dans cette émission-là ? Là, je te parlais de liberté tout à l'heure et c'est ça que j'apprécie, quoi. Moi, je relis pas les chroniques des collègues et néanmoins amis. Donc, je suis vraiment le premier spectateur. Les questions, les interviews des gens qu'on reçoit, je les prépare avec Juliette. Et vraiment, j'écoute plein de podcasts, je lis plein d'interviews. Enfin, c'est moi qui me documente tout seul parce que ça me passionne. Et encore une fois, pour revenir sur ce que je disais avant, pour que ce soit très cohérent, finalement, cette interview, je fais un truc que je ferais si j'étais pas payé pour le faire. C'est-à-dire aller écouter un podcast, j'en sais rien, d'Albert Moukébert, je le fais gratuitement. Et des fois, je le fais pour préparer l'émission et ça me passionne tout autant. Donc, toute cette phase de préparation me régale. Et puis après, faire l'émission quand on est face au public et qu'on lâche les chevaux, c'est hyper jubilatoire, quoi. Est-ce qu'il faudrait apprendre aux auteurs et aux autrices du GIEC à faire des blagues pour qu'ils soient entendus ? Non. Non. Déjà, est-ce qu'on peut apprendre à faire des blagues ? J'en suis pas très certain. Pourtant, il existe des écoles pour ça. Ouais, je suis un peu sceptique, mais bon, pourquoi pas. Et puis non, les gens qui écrivent le rapport du GIEC sont très bien à leur place et ils sont très bien pour nous alerter sur ce qui se passe. Enfin, encore une fois, pour décrire le réel. Quelle place tu donnes aux scientifiques dans ton émission ? Alors, une fois de plus, moi, je m'intéresse à la réalité. Donc, les scientifiques, c'est une méthode de décryptage du réel. C'est pas la seule, mais en tout cas, pour moi, c'est une méthode, parce qu'en plus, c'est un protocole.
Donc, c'est validé par un protocole scientifique. Ce pas des gens qui balancent des trucs en l'air, ce pas des opinions. C'est le C'est pas fait des a scientifique priori. vs l'opinion. Voilà, exactement. Donc, moi, je leur laisse cette place-là et je les interroge sur leur domaine de compétences et seulement sur leur domaine de compétences. Donc, ça donne des émissions passionnantes, mais parce que c'est les gens, ils ont travaillé 20 ans sur un sujet et moi, 0 année. Moi, j'y connais rien. J'ai pas d'enjeu dans l'interview, c'est-à-dire que je suis pas journaliste scientifique. Donc, s'il y a un mot que je comprends pas, ce qui arrive tout le temps, je dis, ouah, là, j'ai rien pigé. Je m'en fous de passer pour un glandu parce que je suis un glandu. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, souvent, ils ont la place pour vraiment vulgariser. Alors, eux, la difficulté qu'ils ont, ou en tout cas le challenge, c'est de se mettre à notre niveau. Mais souvent, ils apprécient ça. Et le petit truc que souvent je leur demande quand je les ai dans l'émission, c'est de sortir du domaine, mais ils le font de plus en plus, de sortir du domaine purement factuel et scientifique pour aller sur le terrain plus politique de, maintenant que vous avez dit, par exemple pour Christophe Cassou, va y avoir plus 4 degrés, pardon, à quoi c'est dû? Et là, on rentre dans la politique, parce qu'on peut parler capitalisme, moyens de production, etc. etc. Et comment arranger les choses. Et là aussi, c'est politique. Et ça me fait plaisir parce qu'ils le font de plus en plus. Avant, ils étaient vachement réticents. Ils disaient non, non, si je vais là-dedans, je vais me faire défoncer. Et tu remarqueras que maintenant qu'ils y vont, ils se font traiter de scientifiques militants. Et sur les médias Bolloré et autres, ils disent non, non, c'est pas des scientifiques, c'est des militants, éco-terroristes, Khmer vert et tout ce qui s'ensuit. Ce qu'on se disait, c'était que comme on ne peut plus attaquer les faits scientifiques parce qu'ils sont prouvés, on attaque le messager. Ouais, ouais, c'est toujours, c'est classique. Ouais. Les scientifiques, c'est bien juste, enfin, ça leur plaît juste si c'est pour dire, voilà, il se passe ça, c'est tout. Bah oui, mais pourquoi il se passe ça et comment on pourrait faire autrement? C'est ça qui va nous intéresser aussi. On est en fin d'année 2025. C'est vrai. C'est bientôt la fin de l'année. Est-ce que tu as une évolution à vouloir apporter à ton émission pour l'année 2026 ou est-ce que tu as des projets qui arrivent bientôt et que tu aimerais en parler ici, là? Ouais, des évolutions, on recrute un peu régulièrement des nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses. Et puis on a un projet qui nous éclate pas mal en ce moment. On veut faire une tournée, donc mi-juin, mi-juillet, tourner en France et aller sur les places de village. Donc là, on a lancé un appel à la radio. Si vous êtes donc ville de moins de 50 000 habitants, Okay. avec les moyens de nous accueillir, moyens techniques, il faut un peu de sécu, des barrières pour pas que ce soit trop le bordel. Pourquoi c'est important pour toi de faire ça? Pourquoi tu vas voir les gens? Pourquoi tu restes pas dans ton plateau, dans ta... Ça nous éclate, mais on vient tous de région. Moi, j'ai grandi à côté de Vesoul, en Haute-Saône. J'allais voir les spectacles, justement. Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul. Juliette, elle vient de Saint-Étienne. Pierre-Emmanuel, il habite dans les Cévennes. Donc, on vient tous des 4 coins de la France. Donc, et on est en tournée tout le temps, de toute façon, avec nos spectacles. Et moi, ça m'éclate d'aller jouer un peu partout. Donc, on avait envie d'aller faire l'émission un peu partout. Et de sortir de notre studio parisien, quoi. Théâtre parisien. Est-ce que tu en as d'autres, Pardon. à part la tournée qui, du coup, s'annonce dans les villes de moins de 50 000 habitants? D'autres en ce qui concerne la radio, tu veux dire? Non, sur des projets à toi, parce que comme je te disais au début de l'émission, il n'y a pas que tes spectacles ou ta radio. Écoute, j'ai un roman qui sort en mars. Ouais. C'est toi qui écris ou t'es accompagné? Ouais, non, j'écris tout seul. Je suis assez solitaire dans le travail, sauf, évidemment, quand je fais des BD, je travaille avec des dessinateurs et des dessinatrices. Mais là, c'est un roman, donc je travaille tout seul, qui va porter sur la communication animale. Ok. La communication en général et la communication animale en particulier. Mais comme on est des animaux, Oui, c'est ça ça. va parler aussi des humains. Ma dernière question, Oui. c'est une question que je pose à tous mes invités. Aïe, aïe, aïe. Et je ne l'ai Et pas après, dite tu en plus. compares. Ouais, je compare, Classe. je fais un montage Oh, non. avec Les sors pires du réponses. contexte, c'est ça. Et tu seras peut-être la pire réponse de l'année Sans 2025. doute, sans doute. La question à 1 million, Guillaume Meurice, c'est quelle est l'idée, la phrase que tu ne peux plus entendre? Ouah, il y en a plein. Ah ouais, là, ça va plutôt être le choix. Vas-y, je vais te dire, quand on veut, on peut. Pourquoi tu peux plus entendre? Parce que la méritocratie, c'est un mythe. Maintenant, on le sait que c'est un mythe et que ça fonctionne pas. Et que si tout était aussi simple que ça et que si tout le monde partait de la même ligne de départ, ça se saurait. Bon, voilà, maintenant, on sait. On sait. C'est pas maintenant qu'on le sait. Hein, la sociologie nous a montré que il y a des privilèges, des reproductions de privilèges, etc., etc. Et que les gens qui disent ça, c'est souvent des énormes privilégiés et qui, s'ils n'avaient pas eu ces privilèges, seraient bien dans la merde et diraient sûrement pas autant de conneries.
Donc quand on veut, on peut. Voilà, ça c'est comme voilà, c'est de la mythologie, c'est un catéchisme. Donc ça fait joli dans les livres de développement personnel, mais plutôt allez vous faire foutre. J'ai envie de dire que c'est des imaginaires créés pour encore plus nous pousser dans un système Ouais. qui veulent faire perdurer. Bah, c'est de l'individualisme. Ça veut dire si tu es dans la merde, c'est de ta faute. Et si tu t'en es sorti, c'est grâce à toi. Tout le concept du capitalisme. Voilà. On restera. Ça ne fonctionne pas. C'est ça. On restera sur ça. Merci beaucoup, Guillaume Merci Meurice. à toi, Jules. À très, très vite. Bah, Inch'Allah. Bah, comme on dit chez nous. peut-être.